Bon matin tout le monde, bienvenue à cette première session sur les hôpitaux et le réseau de santé. Grosse session pour commencer. Je pense que on lisait les questions hier, on aurait pu passer la journée au complet. Je me présente en premier, Claudie Noël, je suis directrice aux opérations pour Montréal Univo, donc la grappe industrielle en sciences de la vie et technologie de la santé. Mais aujourd'hui, c'est les experts qu'on va laisser parler. Donc, première question qui va être de vous présenter votre organisation, puis on va y aller avec un premier défi le défi que vous croyez qui est le plus important en lien avec les hôpitaux et le réseau de la santé. Juste un, on va se tenir à un parce que je pense que sinon, on ne sera pas capable de passer, d'avoir assez de temps pour en parler. Donc, Xavier. Moi, c'est Xavier Boilange, je suis PDG de la compagnie OmniMed. C'est une compagnie, en fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est mon père qui a fondé la compagnie en 1984. Mon père était médecin de famille. Maintenant, on a le dossier médical électronique. On a peut-être le tiers des Québécois qui ont un dossier avec notre système. À peu près 3 millions de patients qui ont été vus dans les 12 derniers mois par l'un de nos professionnels qui utilisent le système. On est principalement, en fait, on a commencé beaucoup dans les médecins de famille, les GMF. Puis là, depuis quelques années, beaucoup en spécialité. On a peut-être 40 % de notre clientèle, c'est des spécialistes. On a quelques dossiers intramuros, donc dans les hôpitaux. Puis bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a comme un nuage noir autour de ça avec le DSN, ou peut-être blanc, non, dépendamment comment ça va se passer, mais il y a une grosse incertitude. Par contre, on est beaucoup, puis il y a une grosse tendance forte, en fait, puis surtout avec les technologies, où est-ce que de plus en plus, on se rend compte que des fois, le meilleur lieu pour voir un patient, c'est pas nécessairement au sous-sol de l'hôpital, où est-ce que le patient, il faut qu'il se déplace du 3e stationnement jusqu'au centre de l'hôpital. Donc, il y a une grosse tendance là, où est-ce que les soins sont de plus en plus en clinique, et donc les dossiers médicaux comme nous, on est très présents dans ce marché-là. Il y a de plus en plus de collabos aussi inter-DME. Là, je vois mes compétiteurs derrière, on se tient de plus en plus. Puis justement, face à un joueur unique américain, on veut démontrer que les joueurs québécois, on est capable de se tenir puis collaborer ensemble, puis montrer qu'on est capable d'intégrer, faire l'interopérabilité. Puis tout ce qui est l'interopérabilité, c'est pas si complexe que ça. C'est possible, il s'agit qu'on se parle puis qu'on le fasse. Donc, le vrai défi qu'on a beaucoup, c'est beaucoup l'aspect politique, l'aspect contractuel. Le contexte du secteur de la santé, c'est une grosse machine qui est difficile à faire bouger. Donc, je dirais ça. Puis l'autre défi, c'est la quantité de données qu'on a. On a 1 milliard de notes dans le dossier, des données structurées, des données non structurées. Donc, quand vient le temps de jouer avec les algorithmes, il y a énormément de données à prendre en compte. Bonjour à tous, Marie-Pierre Faure, je suis directrice innovation et Living Lab à l'Institut Transmedtech, qui est né en 2016 sous l'initiative de Carl-Éric Aubin, qui regroupe en support Apogée Canada, FRQ et MEI depuis les tout débuts, regroupe maintenant 3 universités, donc Polytechnique, Université de Montréal et HEC, et récemment 5 hôpitaux. Donc on fait le tour du parcours de vie, je dirais de la naissance, conception avec Sainte-Justine. On continue le tour de la montagne avec l'hôpital général juif, le CHUM, et on va en spécialité maintenant un peu plus avec l'Institut de cardiologie et l'Institut de gériatrie. Notre mission est d'accompagner et développer les innovations technologiques en MedTech, ce qui inclut tout le numérique, évidemment, en ce moment, et de les implanter le plus possible en milieu réel de soins. Et le grand défi, c'est de mettre toutes ces parties prenantes autour de la table, et on le fait à travers cette approche Living Lab, où on identifie un besoin non rempli et on met toutes les parties prenantes très tôt, du réglementaire à la propriété intellectuelle, aux patients, aux infirmières, très rapidement. Et derrière ça, cette méthode-là, actuellement, elle est certifiée ISO 13485 pour se rapprocher de l'Université de l'Industrie. Et on se rapproche maintenant avec une autre nouvelle certification qu'on est en train de mettre en place, qui est ISO 5600, qui est celle qui regroupe le management de l'innovation. Donc, on se rajoute des couches parce qu'on aime ça, les défis à transmettre. Alors, le plus grand défi, c'est l'implantation des innovations en milieu hospitalier. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alexia, conseillère cadre en innovation au CHUM, donc au centre hospitalier universitaire de Montréal. On aime bien les acronymes. Notre équipe partage une mission similaire à celle de Marie-Faure. C'est de faciliter et d'accompagner l'implantation d'innovations en milieu réel avec son lot de défis. Pour moi, et je pense que je suis bien placée pour le partager, étant donné que je le vis en interne, le plus gros défi que je vois, c'est la complexité de nos organisations. Le CHUM, c'est une organisation complexe par nature.
Et puis, j'aime bien donner des chiffres parce que je les trouve très parlants, mais c'est un hôpital qui accueille 1,5 million de patients par an. C'est énorme. Il y a 18 000 personnes qui y travaillent, réparties dans 15 directions différentes. On a une cinquantaine de départements ou de spécialités. On a plus de 300 gestionnaires. C'est des chiffres faramineux. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est très complexe d'implanter des innovations chez nous. Pour autant, puis je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. Il existe des solutions et des facteurs facilitants. Et mon équipe est aussi là pour ça. Oui. Je peux témoigner. Merci. Bonjour, mon nom est Pierre Bérubé. Je suis le président fondateur de Greybox. Dans le fond, Greybox, on fait des télésoins à domicile. Donc, au lieu de déplacer les gens vers l'hôpital, on cherche à les accompagner à la maison et à distance. On est spécialisé beaucoup dans la cardiologie, les maladies chroniques complexes et aussi dans la santé mentale et neurodégénérative. Je suis aussi membre du conseil d'administration de MedTech, donc amoureux de l'innovation dans le réseau de la santé. Puis je travaille aussi avec la famille Chagnon dans tout ce qui est neurodégénératif, surtout pour la prévention du déclin cognitif. Donc, assez impliqué dans les transformations numériques dans le réseau de la santé. Le plus grand défi, pour moi, il est clair, il faut sortir des pilotes et rendre nos innovations disponibles à la population. Donc, c'est ce que je recherche toujours, puis augmenter les collaborations, là, parce que ça vaut de l'or pour nous et le réseau. Donc, on a parlé d'interopérabilité, la structure complexe, un peu de politique, mais vous avez parlé beaucoup du côté collaboration. Je pense qu'on va y aller dans ces thématiques-là. Comment vous voyez, des fois, il y a la peur de collaborer, je veux dire, privé avec des institutions publiques. Comment vous voyez pour essayer d'insérer, ou même le milieu de la recherche, comment vous voyez que ça peut avoir un impact? Ou est-ce que vous avez des exemples où ça a eu un impact, là, qu'on parlait tout à l'heure de peut-être des collaborations qui ont déjà existé? L'impact de collaborer ensemble dans divers intersectoriels, interdisciplinaires, là, pour essayer d'intégrer des innovations en santé, en sciences des données. Donc, si vous avez des exemples concrets à nous montrer ou des solutions que vous voyez qui pourraient être mises en place. Vu que j'ai le micro, je vais me permettre de commencer. Allez-y. Facile. Mais déjà, puis j'ai aussi la chance d'être avec les représentants du CHUM à côté de moi, mais c'est sûr que notre expérience, toute notre historique provient d'une étude clinique qui a été faite ici, entre autres au CHUM et avec d'autres centres hospitaliers. C'est sûr que la valeur de l'innovation, des fois, on est timide de partager ces résultats-là, mais c'est sûr qu'on a les meilleurs centres de recherche, selon moi, au monde. On ne devrait pas être gêné de publier et d'aller présenter les résultats de tous des projets qui sont validés à travers le monde, comme le font les Américains, et ne pas avoir peur non plus de valoriser ce qu'on fait. Donc, l'exemple ici que je pourrais donner, c'est qu'on a fait une étude avec une compagnie pharmaceutique en partenariat avec MedTech Plus et le CHUM. Et en fait, on a fait une étude de un peu plus de 12 millions en insuffisance cardiaque qui a été publiée, qui a permis de valider que finalement, on avait des gains au niveau de l'adhérence au traitement. On réduisait des coûts au niveau des admissions, réadmissions. Et puis quand on regarde, c'est significatif, là, c'est 38 % de réduction de coûts, c'est immense. Et puis ça a été présenté à American Heart Association, je dis en anglais, à Philadelphie. Puis il ne faut pas avoir peur d'aller faire la promotion et de valoriser ces systèmes-là et même de les commercialiser. Puis je trouve que c'est souvent, c'est à ce moment-là que ça bloque. On n'a pas assez le côté assez bold de dire, ben, on est les meilleurs au monde et puis on n'a pas peur de commercialiser, collaborer dans ce sens-là. C'est le petit exemple. Donc, de se mettre de l'avant puis aller let's be show off un peu. Là, il faut montrer qu'on est expert. On est bon. Je partage complètement. Puis tu mets le doigt sur un point intéressant, c'est celui de la mesure de la valeur. Venir avec des chiffres, des données probantes qui prouvent que l'innovation en question apporte de la valeur pour nos hôpitaux. Un exemple de collaboration qu'on aime bien prendre au CHUM et puis qui, je trouve, est révélateur de facteurs facilitants, c'est notre collaboration avec Grey Oncology Solutions. C'est une solution qui propose d'alléger le fardeau administratif de la planification des rendez-vous en radio-oncologie. Et ce qui a fait que cette collaboration a été un succès, je pense en premier lieu que ça a été d'avoir quelqu'un en interne
qui est dédié au projet, qui dédie de son temps et de son énergie à collaborer avec une entreprise pour adapter la solution à son besoin, à sa réalité. Je pense, et puis là je prêche un peu pour ma paroisse, mais le fait qu'on ait des équipes d'innovation justement qui viennent aussi en support des équipes sur le terrain, c'est un facteur facilitant dans ce type de collaboration avec l'écosystème. Et enfin et surtout, je pense qu'une des conditions favorables pour aider à l'implantation d'une technologie au sein d'un hôpital comme le nôtre, il faut que le projet soit aligné avec la vision stratégique de l'organisation, avec ses priorités organisationnelles, parce que déjà, ça permet aux équipes d'avoir un temps et un espace dédié légitime pour collaborer avec l'entreprise, mais aussi et surtout, c'est à un moment donné, la direction générale va devoir se positionner sur la pérennisation, l'implantation d'une technologie et va allouer les ressources, qu'elles soient humaines, financières ou techniques, nécessaires pour le faire. Donc ça serait un exemple de collaboration qui illustre les facteurs facilitants pour implanter des technologies. S'assurer que c'est dans la stratégie de se laisser le temps, d'avoir des ressources qui aident, qui soutiennent, qui comprennent un peu la réalité. Donc, je pense que ça fait bien lien. Merci. Mettre le tapis pour moi. On est 150 projets plus loin collaboratifs sur les 6 dernières années. La majorité est portée par des chercheurs qui s'appuient ou qui sont appuyés par des entreprises. L'exemple le plus criant qu'on a, c'est Millevue qui est dans la salle, qu'on a connu il y a 3 ans. On voudrait faire quelque chose, on a une innovation, on vient de France. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire au Québec? On se retrouve 3 ans plus tard au Québec implanté. Et même le CEO est implanté lui-même au Québec, a déménagé avec bagages et boîtes depuis une semaine. Donc, on salue. Et c'était une innovation en imagerie, radiologie, comment dépister rapidement. Je laisserai éventuellement se le présenter mieux que moi, mais des fractures qu'on ne voit pas aussi bien qu'on verrait dans une radiologie, donc l'implantation de l'EI. Et le premier client, on va dire, est le CIUS Ouest de Lille, avec l'implantation au Lakeshore la semaine dernière. Cette semaine, c'est à Paris. C'est la semaine d'après à la salle. Et après ça sera etc. Donc, je pense que ça montre bien comment on arrive finalement à implanter l'innovation en les accompagnant. C'est ce qu'on fait, c'est notre méthode Living Lab. Et cet accompagnement est au départ humain. Je pense que c'est d'abord des communications entre les personnes et mettre tout le monde autour de la table, comme je le disais précédemment. Ce n'est pas forcément des personnes qui ont travaillé ensemble, des cliniciens, des personnes réglementaires, comment devenir Santé Canada, comment aller faire un FZA quelque part, comment rencontrer la direction de l'hôpital, comment signer ces contrats-là. Donc, c'est facilitant. C'est là aussi qu'on a tous nos partenaires, dont le CHUM. Donc, ça facilite aussi beaucoup la communication, parce qu'on en est quand même à notre 6e année de collaboration ensemble étroite. Donc, on peut citer tous les succès qu'on a. On en a un autre qui est Neurocerveau, qui a été fait sous le programme Innovateur en résidence, hébergé au CHUM, et qui maintenant vient d'avoir sa certification, non seulement en Santé Canada, mais sa syndicat de la FDA. Donc, d'un produit qui devait servir à faire juste un électroencéphalogramme, se retrouve maintenant dans les urgences d'hôpitaux, y compris à Montréal. Alors, c'est des exemples qui vont dans le temps. Donc, je pense qu'il faut être patient, persévérant, être aussi conciliant et essayer d'amener toutes ces parties ensemble pour le bien, finalement, du patient et du citoyen. Je pense que je vais être le Grinch. En fait, je pense qu'au Québec, on a un des plus beaux écosystèmes pour innover. La minute que tu dis que tu fais un projet de recherche, les joueurs sont là, les académiques, les universités, tout le monde est là. Il y a un incitatif à ce que l'entreprise collabore. On doit avoir une 20aine de collaborations en ce moment. Ça va super bien. Donc, on est vraiment les champions des projets pilotes. Là où est-ce qu'il y a un os, puis c'est là qui est un peu un enjeu, c'est qu'on fait un projet pilote, mais après ça, vient le temps de contracter pour ce projet pilote avec le même établissement avec lequel on fait un projet pilote. Puis là, on retourne en appel d'offres, puis là, n'importe qui peut gagner cet appel d'offres-là. Puis tous les efforts qu'on a bâtis, donc souvent, ça arrive que les joueurs québécois, ils font leur projet pilote ici, puis leur premier contrat, ils l'ont à l'étranger parce que c'est trop complexe de faire affaire ici. Puis une des faiblesses, c'est quand on veut sortir, la première question, c'est où est-ce que tu es implanté en établissement, puis là, tu fais... Donc, je dirais que c'est ça l'enjeu, mais on a une force, c'est notre machine à innovation est incroyable. Donc, je pense qu'il faut capitaliser là-dessus. Il y a des gens qui travaillent sur cet enjeu-là de comment, justement, contracter dès le début ou développer un partenariat, où est-ce que dès le début, on part un projet, puis si ça fonctionne, on pourra contracter, puis on pourra le faire. Puis, vu qu'on a fait un projet de recherche, mais par défaut, ça devrait être innovation. Donc, on serait en bonne position pour avoir le contrat par la suite. Donc,
C'est mon côté Grinch. Non, mais j'allais dans le même sens parce que je pense qu'on en entend souvent parler des côtés des projets pilotes. On en a fait plusieurs. On a des belles initiatives qui sont testées, qui marchent bien, mais dès qu'on essaie de dire on va les instaurer, on va les intégrer dans le système de santé, puis ça a été mentionné comme des défis, sont des fois oubliés ou ils vont peut-être être pris en considération à cause de différents facteurs. Donc, c'est un exemple là, que vous mentionnez qui serait à prendre en compte pour s'assurer que dès qu'on fait le projet pilote, bien qu'on pense tout de suite à la suite. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez justement qui peuvent être faites pour s'assurer qu'on intègre mieux nos innovations dans le système de santé? Donc, on les développe pour nous. Bien, souvent, on les développe pour notre réseau, mais qu'on s'assure qu'après ça, ils se rendent dans notre réseau. Là. Puis on parle réseau de santé, ça peut être en première ligne jusqu'au milieu hospitalier, là, parce que vous avez des initiatives aussi. On a tendance à penser au milieu hospitalier, mais c'est tout ce qu'il y a avant également. Donc, comment vous voyez ça? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour s'assurer qu'on intègre mieux nos innovations? Bien, en fait, probablement, il y a une reconnaissance que quand on fait une innovation, que dès le début qu'on part le projet, qu'il y a déjà des mécaniques qui permettent de contracter. Ça, je pense, c'est le premier sujet. L'autre défi, c'est que la machine de la santé, le réseau est tellement immense qu'on veut toujours faire des méga contrats. Puis là, bien, souvent, les innovations, c'est pas nécessairement des méga compagnies qui sont prêtes à répondre à des méga contrats. Donc, il y a une espèce de reconnaissance que des fois, l'innovation, bien, ça part de petits projets qui vont devenir grands. Puis d'accepter le fait peut-être que pas de faire un appel d'offres provincial dès le début, puis de justement laisser la chance à plusieurs joueurs de faire affaire à ça. Puis ça revient un peu à la discussion sur l'interopérabilité. Souvent, on se dit un joueur va répondre aux problèmes d'interopérabilité, mais pas nécessairement si ce joueur-là n'a pas d'intérêt à faire des connexions. Il n'y aura pas plus d'interopérabilité que ça. Donc, je pense que c'est à nous, les industriels, les compagnies, puis les projets de recherche, de démontrer que c'est possible qu'il y ait plusieurs solutions qui répondent à un même besoin. Puis cet écosystème-là, au contraire, c'est très positif, c'est vivant. Puis qu'on arrête de faire des méga appels d'offres centrales qui fait que ben là, il y a juste un joueur, puis ça tue les écosystèmes. Donc, d'avoir un petit peu multi-projets qui peuvent à la fin répondre à un besoin. Accepter la complexité, puis que c'est possible qu'il y ait plein de joueurs, puis si ces joueurs-là ont un intérêt, bien, ils vont faire les intégrations ensemble. Puis je pense qu'il y a... c'est ça, je pense que c'est de faire confiance à l'innovation. Là. Il peut y avoir une collaboration qui se crée aussi entre ces groupes-là, même malgré que, on va dire, souvent on voit le côté entreprise qui peut avoir de la compétition, mais je pense que vous collaborez aussi ensemble là, sur vos initiatives là, de ce que vous pour ce qui est des DME, là, mes collègues sont derrière, on se rencontre quasiment toutes les semaines, puis on est toujours dans des discussions de comment collaborer, comment mieux intégrer, comment permettre à ce qu'un utilisateur d'Omnimed puisse envoyer un message avec des données à un utilisateur de Medfort. Puis on s'est dit, on était tanné d'attendre que la solution magique arrive, puis on s'est dit, ben, pourquoi on ne le ferait pas entre nous? Puis en espérant partir un mouvement où est-ce que d'autres joueurs pourront embarquer dans cet écosystème-là, puis que ça soit un écosystème par nous et non imposé par eux. On parle des fois de coopétition, j'aime bien ce terme-là qui est comme coopération, mais en même temps compétition, parce qu'il reste quand même une réalité, chacun a son objectif, mais au moins on travaille ensemble pour pouvoir aller jusqu'à un certain point. Donc, qu'est-ce qui pourrait être des éléments qui sont mis en place pour favoriser les intégrations d'innovation? Donc, on a parlé de collaboration, mais d'autres éléments que vous voyez qui pourraient être faits. Ben, je rejoins aussi ce que Zé avait dit, parce que nous, on participe au développement de nouvelles innovations. Et après ça, les implanter dans le centre hospitalier, on doit passer par les appels d'offres. Donc, c'est le même challenge, défi. Par contre, je dirais de se trouver peut-être un champion à la fois, un peu comme Clapbox, comme il vu, montrer que c'est faisable. Je pense que comme ça va enlever la suspicion de ceux qui sont dans les appels d'offres et qui les mettent en place et qui les sélectionnent. Je pense que si on pousse un projet à la fois, qu'on en fait un champion, je dirais, on ne les fera pas tous, mais ils vont tracer la voie, puis ils sont déjà en train de tracer la voie. Mes collègues autour de ce panel-là l'ont déjà fait. Et c'est de continuer dans ce sens-là, puis pousser que l'innovation, elle fait souvent peur aussi. On rencontre surtout dans les implantations, la résistance au changement. Surtout là, avec tout ce qui est intelligence artificielle, le numérique, bien, les métiers changent. Donc, il y a tout un accompagnement, je pense, qu'il faut faire pour faciliter cette implantation. Donc, je reviens encore, en les mettant tôt dans le processus, ils deviennent partie prenante. Puis après ça, ils deviennent des ambassadeurs dans leur propre service, mettons un radiologue, mettons un chirurgien, pour montrer que ce n'est pas si dangereux que ça peut faciliter la vie, qu'on peut avoir des meilleurs diagnostics plus vite, plus performants, que le patient est gagnant. Alors, je pense que j'irai encore un projet à la fois. Les petites bouchées, finalement, ça finit par faire trace.
Peut-être, Alexis, je vais aligner. On a parlé de gestion du changement, le côté ressources humaines, en étant dans un milieu hospitalier. Comment vous voyez ça, des fois, des intégrations? Ou est-ce que vous avez vu la gestion du changement, comment ça peut avoir un impact ou justement, quand il y a des intégrations qui sont faites ou des nouveaux projets, là, est-ce que la perception peut-être des différents parties impliquées internes, là? Une fois de plus, je pense que je vais rejoindre ce qui se dit auprès de mes collègues. Je pense qu'intégrer dès le début les parties prenantes qui vont être impactées par le projet, c'est définitivement un facteur de réussite pour arriver à gérer le changement, arriver à ce que les utilisateurs finaux s'approprient les outils. Donc, je rejoins pas mal mes collègues là-dessus. Je pense qu'au CHUM, en tout cas, il y a une forte culture d'innovation qui est le fruit de plusieurs années de travail qui fait que, je trouve, en tout cas c'est ma perception, il y a plutôt un bel accueil au changement, surtout aux changements qui vont pouvoir venir faciliter la vie de nos équipes soignantes. Je pense qu'elles en voient la plus-value, puis elles sont même demandeuses de ça. Donc, c'est sûr que la gestion du changement, ça se prépare. Mais je pense qu'il y a aussi toute une culture organisationnelle à mettre en place autour pour faciliter cette adoption-là. Oui, ben, j'aurais aimé peut-être ajouter un autre petit point, mais je vois qu'il y a beaucoup de monde de l'intelligence artificielle ici, dans l'innovation. Mais l'approvisionnement pour l'innovation, c'est pas la même chose que de l'approvisionnement, par exemple, pour acheter des masques, acheter des gants. Je peux comprendre, c'est le plus bas soumissionnaire, mais de l'innovation, de l'intelligence artificielle, ça ne s'achète pas de la même façon. Puis on le voit dans le modèle, tous les modèles de software, SaaS et autres. Puis, tu sais, il est à peu près temps qu'au Québec, on le réalise aussi. Là. Il y a des codes de remboursement à travers le monde pour acheter des technologies, pour faciliter, parce que c'est très aidant là, pour des gens dans le besoin. On pense là, des gens qui, par exemple, nous autres, on a des jeunes psychotiques là, qu'on est capable de mesurer leur sommeil à la maison. C'est simple, c'est disponible, c'est validé, c'est sur l'App Store. Donc, offrez-le, tu sais, puis ça va coûter 30 $ par mois. Vous allez avoir des résultats probants. Si ça ne marche pas, vous le jetez aux poubelles. Si ça fonctionne, mais on le scale, il est disponible, il est en ligne. Donc, il faut vraiment changer cette mentalité-là de toujours vouloir aller dans du gros contractuel complexe. Il faut vraiment simplifier l'intégration de l'innovation dans le réseau. Fait que moi c'est surtout là-dessus qu'on milite. Puis dans le modèle américain, on appelle ça le value-based. Là, si on génère de la valeur, mais je suis pas mal sûr que beaucoup d'entreprises, je regarde Xavier, un autre persévérant, accepterait aussi de prendre des risques, des partenariats avec les gouvernements et les centres hospitaliers, d'être payés ou rémunérés sur la valeur et les savings. Donc, reconnaître l'impact de ces technologies-là, de ces innovations-là, que c'est pas juste un médicament qui va avoir un effet pour tel symptôme, là, vraiment aussi de reconnaître qu'est-ce qu'une technologie peut apporter et de le prendre en considération pour que ce soit des remboursements ou autres. Là. Donc, c'est quand même... Il y a quand même une complexité, mais si on arrive, je vais y aller dans un monde idéal. On arrive, on a réussi à avoir des collaborations, on a des petits projets un peu partout qui travaillent ensemble. Là, on produit de la donnée, on réussit à avoir beaucoup d'informations. On a parlé d'interopérabilité. Donc, les systèmes, chaque système, même milieu hospitalier, réseau de santé, ils ont leur façon de faire. Même à l'interne, des fois, il y a des façons de faire différentes. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Comment on pourrait s'assurer de faciliter l'utilisation, donc la gestion des données, ou même là, parler plus loin d'utiliser l'intelligence artificielle? Là, c'est peut-être une grosse question. Là, c'est comment on s'organise, comment on organise tout ça pour qu'on puisse se parler puis qu'on puisse interagir ensemble, qu'une personne aille d'un endroit à l'autre, d'une initiative à l'autre, mais que ces données se promènent ou que ça se parle. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Est-ce que quelqu'un... Elle est structurée, hein? On dirait qu'on joue le... Je peux peut-être commencer très rapidement, mais une petite idée là-dessus. Mais de toute façon, il y a des standards internationaux en termes d'interopérabilité. On n'est pas en train de réinventer la roue. Et je pense que travailler, collaborer, c'est rendu partout dans le monde. On ne peut plus maintenant ne pas être interopérable. Il faut que ça fasse partie de ton ADN, de ta culture d'entreprise.
Puis aujourd'hui, mais il y a une grosse consolidation. Avant, tu pouvais avoir 22 systèmes, par exemple, au CHUM, 22 dashboards, 22 remote patient monitoring, mais c'est terminé ce temps-là. Aujourd'hui, tout va rentrer vers une seule source, vers un seul dashboard, vers un seul centre de commandement, puis après ça, même les dossiers médicaux. Donc, il faut que toutes ces solutions-là puissent communiquer entre elles, être interopérables. Puis, il y a des standards internationaux comme HL7, FHIR, tout assez simple de structurer ces données, les partager dans un format qui peut être géré par n'importe quel système. Fait que c'est tout simple que ça, puis c'est déployé un peu partout à travers le monde. Donc, c'est juste de suivre finalement les standards. Est-ce que c'est suivi? Parce qu'on parle que c'est quand même un défi. Ben, Est-ce que... C'est sûr. Des fois, pas assez, parce que des fois, il y a des vieux systèmes legacy qui sont là depuis 20-30 ans, qui ne sont pas interopérables, qui ne sont pas ouverts. Puis, on a beaucoup de centres hospitaliers ou beaucoup d'endroits aussi où est-ce que les services ne sont pas offerts, pas parce qu'ils ne sont pas disponibles, juste par la complexité des contrats, puis qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas être interopérable. Puis je trouve que c'est un non-débat. Là. C'est très simple, je pense, de fournir une interface interopérable et un service là, across the board. Tout le monde le dira. Les experts, vous le confirmerez. Mais moi, je ne vois pas que c'est un défi technologique ou de standard. C'est un défi contractuel d'avoir accès aux données puis d'avoir les bonnes politiques. Puis il faut simplifier ce processus-là. Comme mon collègue disait, en fait, les standards sont déjà là. On parle de FHIR, on parle des gens des Fourroutes ici là, qui font des comités là-dessus. Puis, honnêtement, c'est de mieux en mieux. Là. Les premières versions d'HL7 étaient quand même plus permissives. Après ça, la deuxième version V3 était beaucoup trop précise. Puis là, le FHIR, honnêtement, c'est vraiment quand on développe une nouvelle fonction, c'est inspirant d'aller voir ce qui se fait là-dedans parce qu'il y a déjà toute une logique, ils ont déjà tout analysé ça. Donc, je dirais qu'au niveau du langage, c'est de plus en plus perçu. J'ai l'impression que l'erreur qu'on fait tout le temps, c'est on dessine des petites boîtes, puis on dit qu'il faut que les systèmes se parlent, puis on s'arrête là. J'ai l'impression que le vrai défi de l'interopérabilité, c'est le processus. C'est comprendre qui, comment, dans quel contexte, quelle information est échangée. Moi, ce que j'aime faire souvent, c'est revenir au papier. Bon, qu'est-ce qui se fait en ce moment? Bon, le médecin, il fait ça, il envoie un fax. OK, bon, on n'aime pas les fax, on s'entend. Mais qu'est-ce qui est envoyé dans le fax? Ah, c'est une copie de la note. OK, dans tel contexte. Moi, j'ai l'impression que l'erreur qu'on fait toujours en interopérabilité, c'est qu'on fait un dessin, on met un dépôt central, puis on se dit que tout le monde va envoyer des données là-dedans, puis les gens vont aller chercher ce qu'ils ont besoin quand ils veulent. Puis je pense que c'est naïf de faire ça. Je pense qu'il faut revenir au processus, dans quel contexte, qui fait quoi, qui a le droit d'échanger des données. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer des données dans un dépôt central tout le temps? Pas nécessairement. Mais un médecin qui fait suivre un patient avec un autre médecin, bien, il a le droit d'y envoyer de l'information dans ce contexte-là. Donc, de revenir vraiment au pratico-pratique. Le patient, il est suivi à domicile par tel intervenant. En fait, bon exemple, c'est la première fois qu'on a travaillé ensemble, là, pas mal d'années. On s'était fait une intégration de Singuito ou quelque chose comme ça, où est-ce que tu nous envoyais des données dans le dossier à toutes les 2 minutes pour se rendre compte que c'était peut-être pas c'était possible, mais il manque toute une interface entre les deux où est-ce que le médecin, il ne revisera pas des signes vitaux 2 minutes dans son dossier, ça ne fait pas de sens. Donc, on avait commencé à mettre en place l'interface où est-ce qu'il y a du personnel qui font le suivi des patients à domicile. Puis ce qui est envoyé dans le dossier, c'est uniquement l'incident ou encore un rapport hebdomadaire de comment ça va, ces choses-là. Donc, de revenir vraiment à qu'est-ce qu'on interface au bon moment. Puis on faisait ça il y a 10 ans en web service. Il faut quand même le dire, hein? T'es pas pire. De s'assurer qu'on puisse te partager l'information, mais après ça, comment c'est traité, que ce soit pertinent aussi, là, parce que dans le bon contexte, oui, parce que c'est sûr que c'est à chaque 2 minutes. Je pense pas que le médecin a le temps de regarder, puis c'est pas une information qui va absolument avoir un impact pour le traitement qui est fait. Est-ce que vous aviez peut-être en lien avec le côté interopérabilité ou... J'ajouterais que c'est incontournable. Si on ne peut pas implanter aucune innovation, si ce n'est pas fait, puis fait de façon que c'est facile pour s'en servir et non pas une grande boîte noire avec une tonne d'interfaces et de clics, ça serait l'idéal. Incontournable. Quand vous êtes prêts, vous nous le dites. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup plus à rajouter par rapport à ce que mes collègues ont dit. Je suis très d'accord avec toi, Xavier, sur le fait que c'est d'abord revenir au processus avant d'intégrer la technologie et l'interopérabilité. De mon point de vue, je suis aussi d'accord avec ton constat, c'est qu'il y a une multiplication des systèmes aujourd'hui dans les établissements qui fait que ça rend l'interopérabilité très compliquée.
Et je vais faire un peu la rabat-joie, mais on a aussi un gros manque de ressources humaines qui fait que parfois l'interopérabilité, c'est long parce que nos équipes sont déjà très surchargées. Mais c'est possible. Est-ce qu'on est prêt à faire ça si on met les ressources? C'est quelque chose qui pourrait avoir un impact puis qu'on... Oui, définitivement. On a parlé du côté patient. On a parlé un peu d'un nouveau système qui va prendre la place. On n'en a pas discuté, on n'a pas nommé son nom, mais on a Epic qui s'en vient. On a parlé de patient de côté peut-être consentement en partage des données. Comment vous voyez ça, l'arrivée d'un joueur comme ça pour des systèmes, là, peut-être plus me retourner vers Xavier et Pierre. Comment vous voyez ça, l'arrivée d'un joueur comme ça pour les initiatives que vous proposez? Moi, je pense qu'il y a un côté qui est hyper positif, là. On dit toujours qu'on est en retard au Québec. Bon, je vais prêcher ma paroisse. Je pense qu'on est en avance au niveau première ligne dossier, ces choses-là. L'écosystème des dossiers médicaux au Québec est en avance parce que quand on sort du Québec, on est très fiers. Puis je pense que les solutions qu'on a ici sont très solides. Ceci dit, on a grosse lacune, le dossier intramuros quand le patient est hospitalisé. Je veux dire, il y a des standards internationaux, puis on est très loin d'être à ces standards-là. Donc, le fait d'aller chercher une solution qui est déjà éprouvée, je pense que c'est probablement la bonne solution pour, moi, ce que j'appelle le patient hospitalisé. Là, la zone qui est particulière, puis en fait, je pense que même utiliser Epic, c'est un standard. Là. C'est, nous autres, quand on va sortir du Québec, c'est avec Epic qu'il faut s'interfacer. Donc, c'est même une bonne chose. Si on réussit à faire une preuve de concept ici, comme quoi on est complémentaire à Epic, quand je vais aller à Boston, Epic est là. C'est vrai que je pense que c'est positif pour nous que ça soit dans l'écosystème. La grosse question, c'est hospitalo-centrique versus pas. Je pense qu'on a un modèle unique au Québec. Le modèle GMF est en avance, à mon avis, de partout dans le monde. Le modèle de première ligne, on essaye justement de décentraliser les services puis de les ramener plus proches des patients. Je pense qu'il faut être fier de ce côté-là. Là, de ramener une solution hospitalo-centrique puis de penser que cette solution-là va répondre à tous les besoins, je pense que c'est là qu'il y a peut-être une ligne à tracer. Moi, j'aime souvent dire que, bon, quand le patient est hospitalisé, c'est logique, là, tout le monde, il faut qu'il travaille dans le même système avec des tâches. Puis là, il y a peut-être des gens qui connaissent mieux ça qui vont dire que la ligne est différente. Là, mais moi, je verrais bien la ligne de patient hospitalisé puis patient, dès qu'il est externe, là, je pense qu'on a des super belles solutions au Québec là, qui peuvent s'interfacer. Puis il y a tellement d'efforts à informatiser tout le Québec dans l'intramuros qu'il y en a pour plusieurs années devant eux à s'amuser. Pendant ce temps-là, ça serait dommage de mettre une pause sur toutes les initiatives, le temps qu'on apprenne ce que c'est réellement la bête qu'on est en train d'implanter. Puis pendant 10 ans, il n'y a plus rien qui se passe. Puis là, l'écosystème qui est hyper dynamique en ce moment, justement parce qu'il n'y avait pas d'opportunité, qui est très compétitif, puis les solutions, on est très, très, très dynamique. Ça serait dommage d'arrêter tout ça, de mettre sur pause, puis on se reprend dans 10 ans. Je pense que ça serait très triste pour le Québec. J'ajouterais, je suis aussi très favorable là, à l'arrivée d'Epic, dans le sens où ils ont réussi des implantations à travers le monde. C'est une infrastructure. Puis je pense que, tu sais, des fois, on entend dans le réseau de la santé qui vont tout faire, là, que c'est one size fit all. Ça, je pense qu'il va y avoir des déceptions si c'est ce qu'on croit. Mais je pense que comme infrastructure, puis interopérable, je pense qu'ils ont fait leur preuve, tu sais, d'avoir réussi over and over. Mais ça va être à nous comme de s'assurer que ça soit bien utilisé puis qu'il y ait des limites dans l'utilisation d'Epic. Puis le deuxième volet, puis je trouve que des fois, c'est beaucoup comme ça au Québec, là, mais il ne faut pas non plus être gêné des partenariats publics-privés. Moi, je pense qu'il y a un savoir-faire dans le privé, mais on dirait qu'à chaque fois qu'il y a une discussion publique-privée, c'est toujours est-ce que je suis en train de favoriser une entreprise? Est-ce que j'ai le droit d'être assis à côté de lui? Est-ce que j'ai le droit de... je trouve que c'est un peu dépassé, penser comme ça. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de savoir-faire dans le réseau. Tu sais, Epic, nous, on regarde l'intégration d'Epic. Ça fait 6 ans qu'on regarde comment ça fonctionne aux États-Unis. On regarde tous les workflows des télésoins à domicile. Ça fait longtemps que ça a intégré un suivi d'un diabétique ou un suivi en cardiologie intégré dans Epic. Ça fait longtemps que ça roule des workflows comme ça. Il ne faut pas réinventer la roue. Puis je pense qu'il faut travailler selon des protocoles puis des trajectoires qui sont déjà bien définies. Puis main dans la main, tu sais, le savoir-faire qu'on a ici, il faut le maximiser. Il ne faut pas penser qu'on recommence à zéro, qu'on sait tout. Je pense qu'il faut avoir des échanges de connaissances, avoir
Xavier, toute expérience de 20 quelques années dans le dossier médico-électronique, je pense que c'est important qu'ils soient autour de la table. Puis, tu sais, c'est la même chose dans les télésoins à domicile. Puis les centres hospitaliers, ils ont nommé plusieurs entreprises, mais il faudrait les inviter autour de la table puis s'assurer qu'on travaille, on collabore vers une approche intégrée avec les meilleures pratiques. Donc, même dans l'intégration de EPIC, il va falloir aussi qu'il y ait des discussions autour de ça, que les gens soient impliqués, puis il y ait des ajustements, mais qu'on n'oublie pas ce qui est déjà fait, puis on l'adapte, comment ça va être. Des opportunités incroyables, là, internationales, l'accès aux données, l'intelligence artificielle, c'est un nouveau monde qui va s'ouvrir à nous, qu'il faut en profiter. Là. Donc, il faut le voir comme une opportunité plutôt qu'un frein. Mais je ne suis pas sûr qu'on va le voir en service demain, mais espérons qu'on va être capable d'accélérer un petit peu cette implantation-là. Il faut laisser le temps aussi aux choses d'arriver. Oui. Je vais diriger les questions vers mesdames, mais je vous invite à penser à des questions parce qu'après, ça va être à vous de pouvoir poser vos questions aux panélistes. Donc, pensez-y et si vous avez des questions, vous allez pouvoir venir à l'avant pour les poser. Donc, juste ici à ma droite. Donc, c'est ce côté-là de EPIC. Peut-être, vous, de votre point de vue, comment vous le voyez que ça peut être fait? On a parlé qu'il faut qu'il y ait des échanges qui soient faits. Comment ça va être intégré? Ça ne se fera pas en 2 jours. Comment c'est perçu, là, peut-être? C'est plutôt perçu positivement, effectivement, au sein de nos équipes. En tout cas, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'attente très élevée sur le fait que le dossier santé numérique va pouvoir répondre à toutes les attentes. Je pense effectivement qu'il y a une gestion des attentes et une gestion du changement à faire. On en a déjà parlé. Et la mise en production d'EPIC, si tout se passe bien, parce que pour le moment, c'est en phase de test au nord de l'île de Montréal, puis en Mauricie, c'est fin novembre 2025. Mais je pense que ça va prendre des années avant qu'on puisse effectivement se l'approprier et en révéler plein potentiel. En attendant, en tout cas dans ma réalité, ce à quoi je fais face, c'est les besoins auxquels nos équipes font face. Ils sont présents là, maintenant. Il y a des solutions aujourd'hui qui répondent dans l'écosystème. Je te rejoins, notre écosystème est particulièrement riche dans les innovations numériques. Comment on fait pour répondre à ces besoins qui sont présents maintenant, tout en... On n'a pas envie non plus de dédoubler nos efforts, notre énergie, l'investissement financier que ça va mettre dans des solutions qui sont déjà prévues dans certains modules d'EPIC. Et j'aimerais partager avec vous une position que l'équipe de télésanté a au CHUM. Puis je suis désolée, Pierre, si je ravive de gros souvenirs, mais on a acquis récemment une solution de télésanté avec une date de fin au contrat. Et ça, je trouve ça génial parce que non seulement ça répond aux besoins qui est présent là maintenant, ça permet aux équipes cliniques et même aux patients de commencer à jouer avec ces outils. Donc, il y a tout un volet où on commence à s'habituer, à s'éduquer, à se former. Ça nous permet d'anticiper l'arrivée du DSN et surtout, ça nous permet d'accompagner les startups vers la commercialisation. Donc ça, c'est une solution que l'équipe de télésanté du CHUM a déployée. Et puis, je trouve que ça répond bien à cette dynamique-là, c'est difficile de trouver un équilibre entre l'arrivée du DSN et notre volonté de travailler avec l'écosystème et les acteurs qui sont déjà présents. Peut-être, Marie-Pierre, avec les initiatives que vous accompagnez, avec les actions que vous avez faites, comment ils perçoivent, ou même vous, comment vous percevez là? Redire tout ce qui a été dit par mes collègues, parce que c'est exactement ça nos soucis. Ça dépend des services, ça dépend des cliniciens, ça dépend des pathologies qu'on veut traiter, et des innovations où elles sont. Si elles sont dans le dossier médical électronique parce qu'il y a une aide au diagnostic, par exemple, versus développer de la simulation pour mettre des implants cardiaques, c'est différent. C'est vu positivement dans l'environnement dans lequel on est, mais ça paraît lointain. Et en attendant, les besoins sont là, puis sont criants. Alors, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, on y va projet par projet, puis on y va implantation par implantation, et besoin par besoin, pour ne pas se mettre en interface. Et c'est là où tous les partenariats prennent leur place, en fait. Donc, plutôt par partenariat, projet à la fois, parce que ce n'est pas le même défi. Ils ne sont pas tous en études cliniques non plus. Ils ne sont pas tous arrivés au même niveau de technologie et de déploiement. Alors, crainte, on cherche des solutions. Oui.
Et on est en attente, en fait. Je dirais, on est dans l'attente de qu'est-ce qu'on va faire en attendant que. Qu'est-ce qui se dessine pour pouvoir rentrer les données sur un dossier médical dans un hôpital donné. Ce n'est pas le même de l'un à l'autre. Alors, on s'adapte, puis on essaie de faire avancer. Donc, ça arrive, on va se laisser le temps aussi de l'intégrer. On n'oublie pas qu'il y a quand même déjà des initiatives qui sont mises en place, mais on essaie aussi qu'ils puissent collaborer avec l'arrivée de ce joueur-là. Donc, c'est vraiment de tout travailler ensemble en ayant aussi les parties qui sont impliquées, les différentes parties qui sont impliquées, et ne pas avoir peur de travailler public-privé parce qu'on vient répondre à des solutions. Si on est aligné avec répondre à une problématique et proposer une solution, c'est quand même, on va aller de l'avant puis on va y aller ensemble, une étape à la fois. Ça, c'est vraiment ce que j'ai compris, c'est une étape à la fois. On essaie de montrer nos expertises, mais on essaie quand même de voir ça, c'est un step qu'il faut prendre puis pas trop non plus voir les éléments globaux. C'est ce qui met fin à notre panel. Merci beaucoup. Je vais quand même vous prendre un petit 2 minutes parce que je dois vous parler d'un projet sur lequel on travaille chez Montréal Univivo et ça va être intéressant pour l'écosystème en général. Donc, on travaille actuellement avec Innovitech pour faire une mise à jour d'une étude qu'on a fait récemment sur les défis et l'avenir de l'IA en sciences de la vie, technologie de la santé. Donc, normalement, j'avais le code QR. Ça va être dans l'espace là-bas. Vous allez voir, il y a un code QR pour pouvoir participer. Ça prend une 30aine de minutes, mais plus on a d'informations, plus on est capable de voir les défis, les pistes de solutions et d'y travailler ensemble. Aujourd'hui, on va en parler, mais je pense qu'il faut s'assurer d'avoir des informations, des données qui nous permettent de voir qu'est-ce qu'on peut faire, sur quoi on peut travailler, puis après ça, d'identifier les acteurs qui vont être capables de mettre ces initiatives-là en place. Donc, merci beaucoup à vous quatre. Ce fut un plaisir. Je vous invite à aller parler avec eux, échanger. Je suis sûre qu'il y a plein de différents sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aller plus en profondeur. Puis, je vous souhaite une bonne journée avec. Merci.